Bienvenue sur Géopolitis. 80 ans en Égypte, les frères musulmans ont attendu 80 ans pour arriver au pouvoir. Ils l'ont obtenu démocratiquement et puis au bout d'un an, ils l'ont perdu dramatiquement. On se dirige désormais vers une présidence assumée par un candidat qui est celui de l'armée égyptienne. En Tunisie aussi, les islamistes d'Ennahda ont eu accès au pouvoir. Le peuple tunisien n'a pas aimé. Maintenant, on redistribue les cartes et on va revoter dans le courant de l'année. Et en Libye, bien là, pas de date prévue pour d'éventuelles élections. En gros, le pays sombre dans l'anarchie. Bilan bien contrasté et en tout cas complexe pour ces trois révolutions arabes qui n'en finissent pas d'évoluer. On parlait des printemps arabes, il apparaît qu'on s'est complètement trompé dans le calendrier des saisons. En toile de fond, il y a toujours et encore le mécontentement du peuple. Pas d'amélioration d'ordre économique, pas ou peu de liberté nouvelle, pas plus de travail, toujours autant de chômage, des impôts qui augmentent, des usines qui ferment, un tourisme qui ne redémarre pas et surtout une insécurité constante, voire une reprise des affrontements ou des attentats, sans oublier les éternelles querelles à la fois politiques et religieuses. En somme, et c'est la question que pose Géopolitis, est-ce qu'on est parti pour des années, voire des décennies de révolution? L'islam, c'est la solution. Cela fait des décennies que les frères musulmans et les forces politiques associées à ce mouvement faisaient campagne sur ce slogan simple et simpliste. L'islam, c'est la solution. Parlait-on alors de l'islam religieux, de l'islam politique, de l'islam social? En tout cas, en ce début d'année 2014, on voit bien que l'islam n'a pas été une solution, en tout cas pas la solution pour les 85 millions d'Égyptiens, pour les 10 millions de Tunisiens et pour les 6 millions de Libyens. Mais alors, quelle est la voie à suivre pour ces trois pays? Tous ont connu la période de la colonisation ou de la domination étrangère. Ensuite, ils ont vécu les grands moments des mouvements pour l'indépendance et enfin, des périodes très très courtes de démocratie, comme en Égypte et en Tunisie, avant de connaître des décennies de dictature de type militaire. Et puis enfin, il y a 3 ans, il y a eu ces formidables bouffées d'oxygène, la fuite ou la mort des dictateurs en place. Revenons en Tunisie. En cette année 2011, la révolution là-bas, c'était toute une histoire. C'était d'ailleurs l'histoire avec un grand H. C'est bien une révolution. Il y a actuellement, on peut parler d'un modèle tunisien de révolution. Il y a eu la révolution française, mais pour moi, il y a eu après la révolution tunisienne. Sans armes, mais avec le clavier et avec beaucoup de dignité. On le sait bien, les plus optimistes parlent encore du printemps arabe et les plus pessimistes évoquent l'hiver islamiste. La vérité, c'est que de telles aspirations démocratiques prendront un temps certain pour être prises en compte et éventuellement satisfaites. Printemps ou hiver, c'est plutôt en décennies que l'on devra compter. Voici l'homme qui sera vraisemblablement le prochain président de l'Égypte après Nasser, après Sadat, après Moubarak et après Morsi. Mohamed Morsi, le président destitué et dont l'histoire retiendra qu'il avait pourtant été le premier président du pays à avoir été démocratiquement et librement élu. Le probable nouveau président, celui-là même qui a fait tomber Mohamed Morsi et ses amis des frères musulmans, c'est lui, Abdel Fattah al-Sisi, tout récemment promu maréchal de l'armée et présenté par ses amis les militaires comme l'homme dont les Égyptiens ont désormais besoin. Déroutante Égypte qui se débarrasse de Moubarak en février 2011, qui, par la voie des urnes, porte les frères musulmans et Morsi au pouvoir en août 2013 et qui, grâce aux militaires, se débarrasse du même Morsi le 3 juillet de l'année dernière. 3e anniversaire de la révolution égyptienne voit le peuple profondément divisé entre partisans et adversaires de la confrérie. Les seconds tiennent désormais les rênes du pouvoir. Une nouvelle constitution a été rédigée et adoptée par le peuple. Les élections législatives sont prévues pour cette année, mais, et cela est voulu, les élections présidentielles auront lieu avant ces élections générales.
va beaucoup mieux, la Tunisie, avec cette fois une nouvelle constitution paraphée au mois de janvier dernier, un texte qui consacre un exécutif bicéphale, qui accorde une place réduite à l'islam tout en maintenant dans cette loi fondamentale des références sérieuses à la religion, un texte qui garantit la liberté de croyance et de conscience, une constitution qui, enfin, et pour la première fois dans le monde arabe, introduit une parité homme-femme dans les assemblées élues. Oui, la Tunisie va mieux avec désormais un gouvernement de personnalités indépendantes, faisant suite à une période qui avait amené au pouvoir le mouvement islamiste Ennahda, soutenu par de nombreux citoyens, mais rejeté par la suite par une bonne partie des Tunisiens qui n'entendaient pas voir leur révolution ainsi confisquée au profit de tendances non laïques. La suite, pour la Tunisie, au-delà de nombreux conflits sociaux, ce sera, dans le courant de cette année, peut-être au mois d'octobre, des élections générales qui, une nouvelle fois, verront s'opposer les islamistes d'Ennahda et leurs détracteurs. Chaque jour, le pays s'enfonce un peu plus dans l'insécurité. Plus de 2 ans après la chute de Mouammar Kadhafi, la Libye ne parvient toujours pas à instaurer un réel état de droit. Pas d'État, pas d'institution, pas d'institution, pas de sécurité, pas de reprise de l'économie. Le sud du pays est toujours et encore le théâtre d'affrontements de type tribal. Dans le reste de la nation, seuls 3 miliciens sur 10 en moyenne ont souhaité intégrer une police nationale qui est elle-même paralysée par ces dissensions. Autant dire que ce sont les milices de tout poil qui font actuellement la loi en Libye. Les islamistes du Parti pour la justice et la construction font porter l'entière responsabilité de ce chaos général au gouvernement provisoire du Premier ministre Ali Zaïdan, lequel accuse les frères musulmans de vouloir déstabiliser ce qui reste du gouvernement. L'invité de Géopolitis, Arnaud de Tézac, qui est directeur de la rédaction du magazine Market, spécialiste en géopolitique. Vous connaissez bien aussi le monde arabe. Qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que ça va durer des années, des décennies, ces révolutions arabes. On prend que les 3 pays, Égypte, Tunisie et Libye. Oui, alors c'est vrai que le concept de révolution, il renvoie à un soulèvement populaire et à une prise en main, à une autodétermination qui va jusqu'à la création d'un système politique qui devrait suivre de manière naturelle. Les choses sont un peu plus compliquées. Chacun des pays que vous avez cités provient de réalités qui sont elles-mêmes différentes. Les choses ne se sont pas passées de la même façon partout. Et certains pays étaient plus prêts, on va dire, que d'autres de modifier leur structure de gouvernement. Le moins près, si j'ose dire, on va prendre l'exemple de la Libye. Ouais. Une minute, parce que Libye, c'est pas seulement qu'on ne sait pas où va la révolution, mais il n'y a pas d'État. C'est ça le fond du problème. Alors, il n'y a pas d'État du tout, et c'est très, à mon avis, enfin, de l'avis des spécialistes, ça va être très, très difficile à mettre en place. On en est encore aujourd'hui à discuter, à l'heure où on parle, d'une élection d'un groupe des 60 qui va, lui, imaginer comment on pourrait mettre en place un projet de constitution. Donc ça n'est pas tout à fait la démocratie telle que nous, on voudrait qu'elle s'applique immédiatement après une dictature. Alors, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu plusieurs exemples. On a eu le précédent de l'Irak, on va imposer la démocratie. Ici, les choses ont été un petit peu différentes parce qu'il y a eu quand même des révolutions, des révoltes populaires. Le peuple a été, je dirais, pris dans ce mouvement dès le départ. Oui. Mais il y a eu aussi des influences extérieures. Et ça, on ne peut pas les nier. Aujourd'hui, avec le recul, on le sait. Ça n'a pas été aussi spontané que cela. Il ne s'agit pas... bien sûr, La révolution spontanée était bien organisée, quoi. Disons qu'il y avait un certain nombre d'éléments, directeurs, canalisateurs, équipés, de la logistique, etc., de telle sorte qu'on ait l'impression que ça ne vienne que de l'intérieur, mais ça n'a pas été le cas. Alors, maintenant, on va prendre le cas de l'Égypte, où l'Égypte, évidemment, il y avait là un État de droit. Et puis, on ne comprend pas, il y a eu des élections, on a l'impression que c'est la panacée, et puis les gens ne veulent plus de celui qu'ils ont élu. C'est ça aussi la révolution? C'est revenir sur ses choix? Alors écoutez, il y a eu des espoirs vraiment formidables. Les gens sont allés voter avec enthousiasme. Et puis ces espoirs-là, ils étaient basés sur quoi? Ils n'étaient pas basés uniquement sur une question de régime. Ils étaient basés aussi sur des nécessités économiques. Or, le résultat économique n'a pas été au rendez-vous. Et même pire que ça, il y a eu des symboles qui ont été maltraités, qui appartiennent au patrimoine égyptien. Je vous en donne un exemple. On n'en a pas beaucoup entendu parler, mais ça a été fondamental. Le grand barrage de la Renaissance, qui est un barrage qui a été, dont la construction a commencé en Éthiopie et qui allait prendre de l'eau du Nil
qui est la vie, la sève de l'Égypte. Oui. Eh bien, le gouvernement précédent des Frères musulmans ne s'en est pas occupé. Oui. Donc, grosse déception d'ordre économique et social, pas seulement politique. Pas seulement politique, je pense, et on est à peu près certain que le facteur économique a été déterminant. Et en Égypte, plus qu'ailleurs, pourquoi? Parce que un des acteurs économiques majeurs, si ce n'est le principal acteur économique de l'Égypte, c'est l'armée. Oui. Alors l'armée, quelque part, qui va, entre guillemets, rester au pouvoir, puisque c'est l'un des siens qui sera probablement élu président. Alors là, on revient un peu à la case départ. Alors, disons qu'il y a deux éléments qui entrent en ligne de compte. Le premier élément, c'est que l'armée elle-même a commencé à avoir un peu d'inquiétude quand le gouvernement précédent voulait grignoter, oui. On va dire, son fromage, oui. D'une part. Disons ses privilèges économiques, la mainmise qu'elle avait sur l'économie. C'est plus que des privilèges, ce sont des acteurs économiques. Ils sont propriétaires de fabriques de frigos, d'ordinateurs, de téléphones, d'eau minérale en association avec Nestlé, etc. Oui, bon. Donc, il y a vraiment l'armée, les militaires sont des hommes d'affaires. Bon. Donc la révolution va se faire avec les militaires. Alors, c'est paradoxal. Non, parce qu'il y a autre chose. Il y a autre chose qui se produit, c'est qu'il y a des alliances aussi géopolitiques locales. Et il est clair qu'à un moment donné, l'Arabie Saoudite a vu son influence se perdre. Moubarak était vraiment quelqu'un de respecté dans le royaume. Et évidemment, cette contre-révolution militaire avait un coût, et il a été assumé par l'Arabie Saoudite. Donc on a une reprise en main de l'influence saoudienne. La Tunisie va beaucoup mieux, moins de violence que dans les deux autres pays dont on vient de parler, une constitution, évidemment là encore, bagarre, si j'ose dire, entre partisans et adversaires d'un pouvoir islamique. Où on va en Tunisie? Vers une pacification un petit peu des esprits ou pas? Alors, ce qui est sûr, c'est que la Tunisie, qui a été quand même un des éléments déclencheurs, même si le premier changement de gouvernement s'est passé inaperçu, a eu lieu au Maroc. Mais bon, la Tunisie était un des éléments déclencheurs, c'est clair, et l'État, si vous voulez, qui a été constitué depuis Bourguiba, il existe. Voilà. C'est un petit pays, il y a quelque chose qui correspond à une échelle humaine. Bon. Et puis, il y a des forces très puissantes. Il y a les forces syndicales en particulier, très puissantes. Et puis, il y a eu là de nouveau un échec flagrant de... échec économique, hein? Alors, un échec économique flagrant, et pas seulement économique, mais vraiment économique, du gouvernement, donc d'obédience des frères musulmans, parce qu'à chaque fois, on parle des frères musulmans, et on sait que ce n'est pas un hasard. Avec des titres différents, bien sûr. Mais c'est la même obédience. Mais en gros, est-ce que l'avenir de ces trois pays-là, ce sont des gouvernements de type islamique ou pas? Ça nous rappelle la fameuse phrase « l'islam, c'est la solution ». C'est la solution? Oui, alors écoutez, moi je suis un petit peu plus réservé sur des slogans de ce type-là. Les réalités locales sont complexes. Alors en Tunisie, ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement qui était donc animé par le mouvement Ennahda, c'est-à-dire une des, on va dire, une des composantes de la mouvance des frères musulmans, ils se sont retirés. Alors, ils ne se sont pas complètement retirés, mais ils ont accepté finalement leur échec. Donc ça, c'est un signe qui est très important. Alors, on a maintenant un Premier ministre par intérim, dont certains disent que, malgré tout, c'est quand même les frères musulmans qui l'ont mis au gouvernement précédent comme ministre de l'Industrie, mais c'est quelqu'un qui, en même temps, a l'habitude de la gestion d'entreprise, il a été dans des postes importants, etc. Dans 10 ans, on se retrouve. Les révolutions sont encore en cours. Le gros problème, c'est la Libye. Aujourd'hui, la Libye est à feu et à sang. Il n'y a pas de gouvernement. Il y a des factions. Il y a des risques considérables à une portée de missiles de la Méditerranée. De la France, c'est tout près. Ça, c'est le gros problème. Merci, Arnaud de Tessac. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction du magazine Market. Merci à vous. Merci. En 3 ans, nous, les Occidentaux, nous avons commis en fait 3 erreurs. 3 erreurs d'appréciation face à ces 3 révolutions arabes en Libye, Tunisie et Égypte. La première de nos erreurs concerne le temps qu'il faut à une révolution pour s'étendre, se renforcer, se concrétiser, voire se conclure. Nous étions pressés de voir les dictateurs en fuite ou morts être remplacés, et vite, par des leaders démocratiques qui nous auraient convenu. C'était oublier que là-bas, la révolution était profonde et affectait toutes les structures d'un pays. La deuxième erreur aura été de penser que nous, les Occidentaux, nous pouvions influer directement sur le cours des événements. Tel n'a pas été le cas. Les efforts entrepris ici et là, surtout en Libye, se sont parfois retournés contre nous, accusés que nous étions devenus de vouloir confisquer la révolution des autres. Enfin, troisième erreur, celle qui consiste à ne pas voir que le cadre de toutes ces révolutions, c'est la très inquiétante lutte politique, sociale, religieuse et désormais militaire entre les 2 grands blocs de l'islam, sunnites contre chiites, avec en toile de fond
l'affrontement direct entre les monarchies sunnites du Golfe et les régimes chiites d'Iran et d'Irak, comme quoi une révolution peut en cacher une autre. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos réactions et vos commentaires à cette édition de Géopolitis sur les printemps arabes. À votre disposition, toute une série vidéo, de sites internet, d'infographies et d'archives sur ces révolutions. Comme toujours, la possibilité de podcaster cette émission de la RTS. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.